Bonsoir à tous. On commence cet après-midi avec une autre valvulopathie représentée par le rétrécissement mitral. Donc, c'est une valvulopathie qui touche la valve mitrale. La valve mitrale, elle est touchée par deux types de pathologies, soit un rétrécissement ou sténose mitrale, soit une insuffisance mitrale. Donc, quels sont les objectifs pédagogiques de cette formation ou de ce cours? Donc, d'abord, normalement, vous devez, à la fin de cette présentation, connaître la définition d'un rétrécissement mitral, savoir décrire les aspects épidémiologiques de cette valvulopathie, à savoir les causes, la fréquence, l'âge et le sexe. Savoir décrire les lésions anatomiques observées lors d'un rétrécissement mitral rhumatismal. Comment expliquer les conséquences physiopathologiques de cette valvulopathie sur le cœur et les poumons et les autres organes comme le foie et les poumons. Établir le diagnostic sur des données cliniques, à savoir le diagnostic positif et le diagnostic de sécurité. Citer les éléments radiologiques et électriques fréquemment rencontrés chez les patients porteurs de cette valvulopathie. Expliquer l'intérêt de l'écho-cœur dans le diagnostic de cette valvulopathie. Savoir énumérer les principaux diagnostics différentiels, c'est-à-dire les pathologies qui peuvent avoir la même présentation acoustique ou sonore que cette valvulopathie. Citer les complications évolutives chez les malades non opérés, décrire les formes cliniques et enfin quels sont les moyens thérapeutiques disponibles pour traiter cette valvulopathie. Donc le plan de la présentation commence par une définition, intérêt de la question. On va faire un petit rappel anatomique de la valve mitrale, puis on va voir les lésions anatomiques observées lors de cette valvulopathie, puis on va entamer les conséquences physiopathologiques, les étiologies de cette valvulopathie, la présentation clinique, paraclinique et les différentes formes cliniques, et les complications qui peuvent se voir chez les malades non opérés. Donc, puis on va voir les diagnostics différentiels et on terminera avec les chapitres traitement et résultats. Donc, comme définition, le rétrécissement mitral, c'est une réduction, c'est-à-dire une diminution permanente de la surface de l'orifice mitral. Comme on a parlé lors de la formation précédente sur le rétrécissement aortique, donc on a une diminution permanente de l'orifice mitral responsable d'une gêne au remplissage du ventricule gauche lors du diastole à partir de l'oreillette gauche. Donc normalement, le sang passe de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche en diastole à travers un orifice appelé l'orifice mitral. Cet orifice est muni d'une valve appelée la valve mitrale. Donc le rôle de cette valve est d'empêcher le sang de circuler dans le mauvais sens. Normalement, le sang circule de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Mais dans certaines situations particulières, il y a un obstacle ou une modification ou une réduction de la surface de l'orifice mitral. Donc, on parle d'un rétrécissement mitral. Donc, un petit rappel physiologique sur la surface normale de l'orifice mitral varie entre 4 et 6 cm². Donc, on parle d'un rétrécissement mitral lorsque cette surface elle est inférieure à 2,5 cm². Intérêt de la question. Donc, l'origine rhumatismale dans la quasi-totalité des cas. Donc, le premier message à retenir est l'intérêt de la prévention du rhumatisme articulaire aigu pour faire diminuer l'incidence de cette valvulopathie dont l'étiologie principale est le rhumatisme articulaire aigu. La prédominance, elle est féminine, donc elle touche beaucoup plus les femmes par rapport aux hommes avec un sexe ratio 4 à 1. Lors du cours de rétissement aortique, on n'a pas dit que cette pathologie intéresse les hommes, donc elle touche deux hommes sur une femme. Par contre, dans le rétissement mitral, c'est l'inverse, une pathologie à prédominance féminine. L'examen clé de cette valvulopathie repose sur l'échocardiographie et actuellement on assiste à une révolution dans l'arsenal thérapeutique de cette valvulopathie par l'apparition d'une nouvelle technique moins invasive, dite la dilatation mitrale par voie percutanée. Donc on peut augmenter la surface de l'orifice mitral par voie percutanée sans recourir à la chirurgie et la chirurgie elle est indiquée dans certaines situations particulières. On va les voir après dans le chapitre thérapeutique. Un petit rappel historique. Donc, la première correction chirurgicale de cette valvulopathie a été faite en 1947 et la première dilatation de la valve mitrale par voie percutanée a été faite en Japon en 1984.
Pour l'anatomie de la valve mitrale, il faut savoir que notre cœur est muni d'un système de valves. Le rôle de ces valves est d'empêcher le sang de circuler dans le mauvais sens. On a quatre valves, la valve mitrale, la valve aortique pour le cœur gauche et la valve tricuspide et la valve pulmonaire pour le cœur droit. Donc la valve mitrale, elle est constituée de quatre éléments. Le premier élément, c'est l'anneau mitral. L'anneau mitral, c'est une structure dans laquelle s'insère la valve mitrale. Donc la valve mitrale, elle est constituée de deux feuillets, la grande et la petite valve mitrale, qui sont attachés au cœur par le biais de cet anneau mitral. Donc cette valve, elle est retenue dans le ventricule gauche par le biais ou par l'intermédiaire de l'appareil sous-valvulaire mitral constitué de deux éléments. Quels sont ces éléments qui constituent cet appareil sous-valvulaire? On a les piliers au nombre de deux. On a un pilier antérieur et un pilier postérieur, dont l'insertion c'est au niveau de la paroi du ventricule gauche, et les cordages. Les cordages vont relier la tête de ces deux piliers à la valve mitrale, c'est-à-dire la petite et la grande valve mitrale. Donc, comme vous voyez ici dans cette diapositive, donc on a la valve mitrale. Sur cette image de gauche, la grande valve mitrale et la petite valve mitrale, d'accord, qui sont insérées au niveau du cœur par le biais de la valve, par le biais plutôt de l'anneau mitral. Sur l'image de droite, vous voyez l'appareil sous-valvulaire constitué de deux éléments. On a les cordages, c'est les cordages qui vont relier la valve mitrale et les deux piliers. Ici, on a la valve mitrale avec ses rapports avec la valve aortique, comme vous voyez ici, avec les deux artères, plutôt les deux vaisseaux. En rouge, c'est l'artère circonflexe, qui est une des branches du tronc commun gauche, et en bleu, c'est le sinus coronaire. On voit ici dans cette diapositive sur l'image de gauche les quatre valves de notre cœur, à savoir la valve mitrale, la valve tricuspide, la valve aortique et la valve pulmonaire. Et sur la droite, l'appareil sous-valvulaire mitral après avoir ouvert le ventricule gauche. Vous voyez nettement l'appareil sous-valvulaire mitral représenté par les cordages et les deux piliers. Donc l'appareil sous-valvulaire, c'est elle qui va maintenir la valve dans le ventricule gauche. Donc on va entamer l'anatomopathologie. Donc on va voir plusieurs éléments dans l'anapathe, les lésions mitrales. Dans la lésion élémentaire, c'est la soudure commissurale. C'est quoi les commissures? Les commissures sont des zones délimitées par la grande et la petite valve mitrale, comme les commissures labiales. D'accord? Donc, on a une soudure où la symphyse, donc la valve, elle est soudée à ce niveau. Donc, c'est la lésion élémentaire. Cette soudure, elle est secondaire au phénomène d'inflammation lié à la pathologie rhumatismale. Donc, au niveau des tissus valvulaires et mitrales, on va voir une induration, c'est-à-dire une augmentation. Elle devient plus dure, d'accord? Elle va perdre sa souplesse. Épaississement signifie qu'il y a une augmentation de l'épaisseur de la valve mitrale et les calcifications, ce sont les résultats des phénomènes inflammatoires. Donc, quelles sont les lésions observées au niveau de l'appareil sous-valvulaire? On va voir épaississement des cordages, donc c'est-à-dire augmentation de leur calibre. Raccourcissement, c'est une augmentation, plutôt une diminution nette de la longueur de ces cordages. On peut même assister à une fusion complète des cordages, des secondaires à ces phénomènes inflammatoires. Parfois, on a des piliers qui sont rétractés, c'est-à-dire lorsque l'appareil sous-valvulaire elle est complètement effacé. On n'a plus de cordage. Vu l'importance des phénomènes inflammatoires, on a des malades qu'on a opérés, on a trouvé les piliers qui sont directement en contact avec le bord libre de chaque valve, la grande et la petite valve mitrale. Donc, quelles sont les lésions observées au niveau des cavités cardiaques? On a d'abord au niveau de l'oreillette gauche qui devient dilatée. Pourquoi elle est dilatée? Puisqu'elle reçoit le sang oxygéné venu des deux poumons par le biais des veines pulmonaires, donc qui va stagner au niveau de cette oreillette. Vu la présence de cet obstacle mitral, donc elle devient une citerne, une zone de stase. La paroi est amincie, donc parfois ectasique. L'auricule gauche, souvent, il devient le siège de multiples thrombus avec plusieurs couches d'âge différents. Nous, les chirurgiens cardiaques, toujours lors de la réparation de cette valve, on fait toujours l'exploration de l'auricule à la recherche de ces thrombus. D'abord, il faut les enlever. Après, on va faire l'exclusion de l'auricule gauche, d'accord, pour éviter la reformation de ces thrombus.
Pour les cavités droites, c'est-à-dire l'oreillette et le ventricule droit sont dilatés. Cette dilatation, elle est expliquée par l'augmentation de la post-charge du ventricule droit, c'est-à-dire les pressions artérielles pulmonaires systoliques, les PAPS. Les lésions valvulaires, on peut trouver une atteinte de la valve aortique type insuffisance ou érythrément aortique, voire même une insuffisance tricuspidienne. Généralement, l'insuffisance tricuspidienne, elle est d'origine fonctionnelle, c'est-à-dire elle est secondaire à la dilatation de l'anneau tricuspide, secondaire à la dilatation du ventricule droit. Quelles sont les lésions viscérales observées? Donc, on a deux organes qui sont touchés lors de cette valvulopathie. Le premier organe, c'est le poumon et le deuxième organe, c'est le foie. Le poumon, il devient rigide et lourd, perdant son élasticité, avec l'urgence aiguïdaire et les veines pulmonaires qui sont dilatées. Le foie cardiaque, il devient augmenté de volume. On parle d'une hépatomégalie d'origine cardiaque secondaire à l'insuffisance cardiaque droite. Donc l'insuffisance cardiaque droite, elle est secondaire également à l'augmentation de la charge du ventricule droit, observée après augmentation des résistances vasculaires pulmonaires fréquemment observées dans cette valvulopathie. Vous voyez dans cette diapositive une illustration. D'abord, c'est une image de gauche, une image post-mortem. Vous voyez les zones en jaunâtre, indiqué par la flèche noire, c'est les calcifications. Donc, c'est une image post-mortem. Vous voyez les zones commissurales, c'est comme les commissures labiales, d'accord, sont soudées avec épaississement, induration de la valve. Et sur l'image de droite, on voit l'induration et l'épaississement des deux feuillets valvulaires, la grande et la petite valve mitrale, avec un petit orifice mitral. La symphyse, c'est secondaire le phénomène inflammatoire, avec des calcifications. Et en bas, on voit les cordages qui sont courts et épais. Donc, c'est une image péropératoire. Donc, quelles sont les conséquences physiopathologiques de cette valvulopathie? Donc, on a un obstacle mécanique mitral qui va réaliser l'apparition d'un gradient de pression entre l'OG et le VG, comme dans le rétrécissement aortique où il y a un gradient de pression entre le VG et l'aorte, avec des conséquences en amont et en aval. Donc, quelles sont les conséquences en amont et quelles sont les conséquences en aval? En amont, on va assister à l'élévation des pressions qui vont régner dans l'oreillette gauche, entraînant une dilatation de cette dernière. On a déjà parlé de ça dans les lésions du cavité cardiaque. Chaque OG dilaté va favoriser l'apparition des troubles de rythme à l'étage auriculaire, comme la fibrillation et le flux auriculaire. Donc, la fibrillation auriculaire associée à cette dilatation atriale gauche va favoriser la stase et la formation de multiples thrombus à l'origine d'embolies systémiques. Dans 70% des cas, passent vers le cerveau et vont donner des tableaux d'AVC. On a opéré des malades avec des séquelles comme hémiplégie droite ou gauche. Donc, cette valvulopathie, elle est découverte après l'installation d'un AVC. D'accord? C'est lors de l'enquête étiologique des AVC les cardiologues ont découvert que ces patients avaient cette valvulopathie qui est passée inaperçue. L'élévation de la pression capillaire pulmonaire entraîne des phénomènes pulmonaires, à savoir une dyspnée, une OAP. Donc, on va voir après que dans cette valvulopathie, les malades porteurs de cette valvulopathie souffrent toujours de dyspnée ou d'essoufflement à l'effort puis au repos. Et l'OAP généralement survient lorsque la pression hydrostatique au niveau des capillaires pulmonaires dépasse la pression osmotique qui est de l'ordre de 30 millimètres de mercure. Il y aura le passage du liquide des capillaires pulmonaires, d'abord vers l'interstition pulmonaire, puis vers les alvéoles, donnant des opacités floconneuses au niveau des deux bases pulmonaires. Donc, dans les formes sévères d'évolution prolongée, donc après plusieurs années ou des décennies, on observe l'installation d'une HTAP avec hémoptysie. Pourquoi ces malades font de l'hémoptysie? Puisque les capillaires pulmonaires ne peuvent pas supporter ce régime de pression élevée, ils vont s'éclater. Donc, l'éclatement des capillaires pulmonaires sera extériorisé sous forme de crachats striés de sang. C'est le tableau d'hémoptysie avec retentissement majeur sur les cavités droites. Donc, il y aura l'apparition d'unités fonctionnelles. Donc, c'est quoi fonctionnel? Puisqu'on n'a pas de lésions organiques au niveau de la valve tricuspide. L'unité, elle est fonctionnelle et secondaire à la dilatation de l'anneau tricuspidien. L'anneau tricuspidien, sur lequel s'insèrent trois feuillets valvulaires,
C'est la valve septale, la valve antérieure et postérieure de la valve tricuspide, donc l'anneau dilaté, donc il n'y aura jamais une bonne coaptation entre ces trois feuillets, donc il y aura l'apparition de cette fuite tricuspidienne fonctionnelle. Une insuffisance ventriculaire droite qui va se manifester par les ascites, les œdèmes des membres inférieurs, des épanchements, hépatomégalie et la turgescence des veines jugulaires. Donc en aval, le VG est de petite taille puisqu'il est sevré, ne reçoit pas de volume. Donc comme vous savez tous, la règle, l'organe qui ne fonctionne pas, il va s'atrophier. Donc vous voyez dans cette diapositive un résumé de la physiopathologie de cette valvulopathie. D'abord, on a un premier barrage représenté par la valve mitrale. Donc il y aura la création d'un gradient holodiastolique entre l'oreille gauche et le VG. Holo signifie que durant toute la diastole, le gradient, il est là. Donc, l'augmentation de la pression intra-OG va entraîner une dilatation de l'oreille gauche. Donc, les pressions au niveau des veines pulmonaires et des capillaires pulmonaires vont augmenter, secondaire à cette stase sanguine. Donc, il y aura l'apparition d'une HTAP dite post-capillaire. Il y a deux types d'HTAP, post et pré-capillaire. Donc, cette dernière, dans les caractéristiques, elle est pure passive avec les résistances vasculaires pulmonaires qui sont normales, raison pour laquelle elle est passive. Dans les formes évoluées, il y aura l'apparition, l'augmentation clinique des pressions capillaires pulmonaires. Donc, les capillaires pulmonaires ne sont pas euh, faits pour supporter ces régimes de pression élevés. Il y aura l'altération anatomique des artères pulmonaires, ce qui va créer un tableau d'HTAP précapillaire. L'HTAP précapillaire, c'est une HTAP active, elle est mixte à la fois pré et post-capillaire. Si on opère les malades à ce stade, en post-opératoire, il y aura une régression partielle de l'HTAP, c'est-à-dire c'est pas lorsqu'on opère les malades à un stade où l'HTAP elle est post-capillaire, comme vous voyez, l'HTAP elle est réversible. Donc l'HTAP, c'est l'augmentation de la poche-charge du VD, donc il y aura la dilatation des cavités droites et l'apparition de l'insuffisance tricuspide fonctionnelle. Donc on va voir quelles sont les étiologies. On a déjà parlé de ça dans l'intérêt de la question. La principale étiologie, c'est la maladie rhumatismale, d'où l'intérêt de faire la prévention primaire et secondaire du rhumatisme articulaire aigu par un traitement adéquat des angines, surtout à streptocoque métahémolytique du groupe A, pour faire baisser l'incidence de cette valvulopathie. Mais cette valvulopathie a également d'autres étiologies, comme les atteintes dégénératives chez les sujets âgés, la maladie carcinoïde cardiaque, la fibrose endomyocarditique, les maladies de système, les maladies de surcharge, le traitement par certains médicaments comme les antimigraineux type méthylsergide, donc c'est un lotissement mitral d'origine médicamenteuse. Et enfin, il y a des enfants qui naissent avec un lotissement mitral congénital, donc c'est une malformation au niveau de la valve mitrale qui ne s'ouvre pas correctement. Et ça rentre dans le cadre des cardiopathies congénitales. Après avoir vu la définition, intérêt de la question, le rappel épidémiologique et historique, l'anatomie et la physiopathie et l'anatomopathe des lésions observées et les étiologies de cette valvulopathie, on va voir la présentation clinique. Donc, quelles sont les circonstances de découverte de cette valvulopathie? La découverte peut être soit fortuite lors d'un examen systématique ou lors de surveillance des patients qui ont déjà fait des poussées de RRA, ou surtout chez la femme enceinte. Chez les malades qui réclament une symptomatologie fonctionnelle comme une dyspnée d'effort, voire de décubitus, des palpitations à l'effort ou au repos et une engorge fonctionnelle. Et enfin, cette valvulopathie, elle est découverte au décours d'une complication comme la toux, l'hémoptysie, embolie systémique ou un tableau d'insuffisance cardiaque. L'examen physique, elle est primordial. On a plusieurs temps. À l'inspection, on peut observer le faciès mitral, caractérisé par une érythrose des pommettes. Et chez les enfants, on peut assister à une hypotrophie avec retard statural et pendural dans les formes sévères. À la palpation, on peut trouver un frémissement caténaire diastolique à la pointe, d'accord, et un signe de Hazel positif qui traduit une dilatation des cavités droites. L'auscultation, elle est primordiale, donc on va trouver les signes caractéristiques de cette valvulopathie, à savoir la triade de Desrosiers. Dans les trois symptômes auscultatoires, il faut les avoir en tête. D'abord, on a éclat de B1 à la pointe.
puisque la valve va indurer, et puis s'il y aura une augmentation de l'intensité de bruit de fermeture de la valve mitrale. Également, lors de l'ouverture, il y aura un claquement, ou également un roulement diastolique, c'est-à-dire le roulement engendré par le passage du sang à travers l'orifice mitral rétréci de l'OG vers le VG. D'accord? Les caractéristiques auscultatoires et les max en protodiastole avec renforcement présystolique. Le renforcement présystolique disparaît généralement si les malades passent en ACFA. Donc, il est max à la pointe avec irradiation vers l'aisselle gauche. D'accord? On peut trouver les signes auscultatoires de l'HTAP, à savoir l'éclat de B2, un souffle d'insuffisance pulmonaire, secondaire à l'insuffisance pulmonaire, secondaire à la dilatation de l'anneau pulmonaire. Les signes d'insuffisance cardiaque plutôt tricuspide fonctionnelle, c'est un souffle systolique xiphoïdien, palpé au niveau ausculté au niveau de la région xiphoïdienne. Ce signe est appelé signe de Carvalho. L'examen physique recherche également les signes de décompensation cardiaque droite, à savoir œdème des membres inférieurs, acide, hépatomégalie, reflux hépatogiculaire. Donc, une fois passé l'examen physique, donc il faut demander quelques examens complémentaires, à savoir la radiographie pulmonaire, dont on peut observer plusieurs éléments radiologiques, à savoir l'arc moyen gauche. Donc, l'arc moyen gauche rectiligne parfois aspect en double bosse. Pourquoi on a aspect en double bosse? Normalement, au niveau de l'arc moyen gauche correspond à deux structures, l'auricule et l'artère pulmonaire. Donc, dans cette valvulopathie, ces deux éléments sont dilatés. L'OG il est dilaté puisque l'auricule est dilaté puisqu'il est siège il est devenu une zone de stase sanguine avec il peut contenir des thrombus et l'artère pulmonaire il est dilaté secondaire à cet HTAP. Raison pour laquelle on va observer cet aspect en double bosse, secondaire à l'augmentation de volume de ces deux éléments. L'aspect en double contour de l'oreille gauche, on a plutôt de l'arc inférieur droit. L'arc inférieur droit, normalement, il correspond à l'oreille droite. Mais vu l'augmentation de la taille de l'oreille gauche, il y aura l'apparition d'un deuxième arc. Le premier, c'est celui de l'oreille droite et le second, c'est celui de l'oreille gauche. On peut observer les signes radiologiques du poumon mitral à savoir la redistribution de la vascularisation vers les sommets, un œdème interstitiel puis alvéolaire. On a déjà parlé de l'œdème interstitiel. C'est le passage des liquides des capillaires vers l'interstitium qui aura une traduction radiologique, c'est l'œdème interstitiel, puis alvéolaire, et secondaire au passage du liquide vers les alvéoles. Les épanchements pleuraux qui rentrent dans le cadre, on va trouver des opacités, au niveau des deux bases, avec un foulement des poumons et le médiastin vers le côté contralatéral, et ça rentre dans le cadre de l'insuffisance cardiaque droite. Mais il faut avoir toujours en tête qu'une radiographie pulmonaire n'élimine pas que je suis porteur de cette valvulopathie. Sur le plan électrique, le CGB il est parfois normal, mais on peut trouver les signes électriques d'hypertrophie atriale gauche, à savoir une augmentation de la largeur de l'onde P sur ton D2, une hypertrophie ventriculaire droite, secondaire à l'augmentation de la pression capillaire pulmonaire et les troubles de rythme auriculaire, à savoir la CFA, les extrasystoles auriculaires et le flutteur auriculaire. Comme vous savez tous que le flutteur et l'arythmie complète par fibrillation auriculaire sont les troubles de rythme à l'étage atrial les plus fréquemment rencontrés chez ces malades. Vous voyez ici sous l'image de gauche l'aspect de la radiographie pulmonaire de face chez un malade atteint de. On voit ici l'aspect en double contour en bas, d'accord, la turgescence jugulaire avec les infiltrations interstitielles. Sur l'image de droite, on voit l'aspect de l'onde P, onde D2, qui signifie elle est en hypertrophie atriale gauche. On passe à l'examen clé qui est l'écho-cœur, l'écho transthoracique. Donc, c'est l'examen clé qui permet de confirmer le diagnostic. Donc, le cardiologue va voir le remaniement valvulaire de l'appareil valvulaire avec la fusion commissurale, qui est la lésion élémentaire fréquemment observée. On peut observer un aspect caractéristique du genou fléchi de la grande valve mitrale. Je vais vous montrer dans la diapositive prochaine. Donc, le cardiologue peut mesurer la surface de l'orifice mitral anatomique et fonctionnel. Donc, on parle d'enrichissement mitral lorsque la surface mitrale est inférieure à 1,5 cm².
Le cardiologue peut calculer la surface mitrale fonctionnelle et anatomique, calculer le gradient ou mesurer le gradient transmitral entre l'OG et le VG, apprécier le retentissement de cette valvulopathie, à savoir la dilatation de l'OG, les cavités droites. Donc, le cardiologue peut mesurer également ou nous renseigner sur les PAPS, la pression artérielle pulmonaire systolique. On peut rechercher des lésions associées, à savoir des thrombus, qui sont fréquemment retrouvés lors de la réalisation de l'échotrans thoracique au niveau des auricules, et rechercher les autres valvulopathies, surtout quand vous savez que le rhumatisme artériel aigu touche les autres valves, comme la valve aortique et la valve tricuspide. Vous voyez dans cette diapositive les lignes pointues, c'est la mesure de l'orifice mitral fonctionnel, et sur l'image de droite, l'aspect de genou fléchi. Donc, c'est au niveau de cette partie haute, entre l'OG et le VG, d'accord, on voit l'aspect de la grande valve mitrale qui est fléchie sous la forme de genou fléchi. Dans cette diapositive, c'est une image échocardiographique, on voit un petit caillou au niveau de l'auricule gauche, entre le left atrium et le left ventricule. Donc, chez les malades atteints avec présence d'un thrombus intra-atrial gauche, il faut les opérer le plus tôt possible pour éviter les accidents emboliques, surtout au niveau du cerveau. L'hypotension œsophagienne, c'est-à-dire il faut introduire une sonde par voie œsophagienne. Donc, les plus sensibles et plus spécifiques à la recherche des thrombus intra-auriculaires, elle permet également de quantifier mieux et de préciser les mécanismes d'une insuffisance mitrale associée. Des fois, on voit des malades au niveau de la consultation qui se plaignaient de ces deux maladies au niveau, au niveau de la valve mitrale, c'est-à-dire un rétrécissement, une insuffisance mitrale. Le cathétérisme et l'angiographie, c'est des examens invasifs qui ont été abandonnés, puisque les données autrefois obtenues par ces deux examens sont actuellement obtenues par la réalisation d'un examen qui repose sur l'utilisation des ultrasons qui est l'échographie. La coronarographie, elle est indiquée dans le bilan préopératoire, surtout chez les patients au-delà de 40 ans, les femmes ménopausées, les malades atteints de maladies angинeuses et chez les patients ayant beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, pour rechercher une lésion coronaire associée qui peut bénéficier d'un geste concomitant lors du remplacement valvulaire aortique. Donc, les malades peuvent nécessiter une revascularisation chirurgicale par un pontage. Quelles sont les formes cliniques? On a plusieurs formes cliniques. Le rétrécissement mitral œdémateux, généralement qui se voit chez la femme jeune, révélé pendant la grossesse, puisque le débit cardiaque augmente durant la grossesse, puisque la femme enceinte a la double circulation, à la fois fœtale et maternelle, donc, et durant la période prémenstruelle. Secondaire à l'anémie, puisqu'ils deviennent anémiques, ces patients. Rétrécissement mitral avec grande HTAP, il y a plusieurs accidents AP répétitifs, dilatation des cavités droites. Généralement, ce tableau disparaît après la levée de l'obstacle mitral. Le rétrécissement mitral de la femme enceinte, révélé par des hémoptysies LOAP, donc cette forme est anatomiquement favorable. C'est mauvaise tolérance ou s'il y a un risque opératoire important, il faut faire la commissurotomie mitrale par voie percutanée. Le rétrécissement mitral chez des sujets âgés, caractérisé par l'importance du remaniement valvulaire souvent associé à une coronaropathie, vu le vieillissement, certainement ces malades peuvent avoir des lésions coronaires associées qui peuvent nécessiter un geste concomitant, un remplacement plus un pontage coronarien. Les formes associées, on a deux formes de la maladie mitrale caractérisée par l'association de rétrécissement mitral à l'IM, à l'insuffisance mitrale, et le syndrome de Lettenbacher, c'est un rétrécissement mitral acquis rhumatismal associé à une cardiopathie congénitale type SIA, c'est-à-dire une communication entre les deux oreillettes. La resténose mitrale, c'est quoi une resténose? Donc une perte de 50% du gain initial de surface après une commissurotomie, soit percutanée ou chirurgicale. Donc, si la resténose mitrale ou cette perte de plus de 50% du gain initial survient avant 30 ans, plutôt 3 ans, il ne s'agit pas d'une resténose, mais plutôt d'un résultat initial qui est médiocre, c'est-à-dire un échec thérapeutique. Pour les complications, le rétrécissement mitral reste longtemps bien toléré, mais non traité évolue vers les complications.
Les complications rythmiques, ACFA, extrasystole auriculaire, le flux auriculaire. Chez ces malades, il faut toujours introduire les bêta-bloquants, les antiarythmiques avec traitement anticoagulant par Citran afin de réduire l'incidence et complications thromboemboliques. Les complications thromboemboliques, généralement systémiques, cérébrales, etc. Les complications pulmonaires, c'est les bronchopneumopathie mitrale, le OAP, l'HTAP et l'hypoptysie. Et les complications infectieuses sont heureusement rares, surtout ces l'endocardites infectieuse. Les complications qui peuvent survenir chez la femme enceinte, c'est le tableau il est parfois révélateur, imposant une dilatation ou correction chirurgicale rapide. L'insuffisance cardiaque terminale, j'ai vu quelques cas dont le pronostic il est fâcheux si on en perd ces malades à un stade terminal. Le syndrome d'Orter, c'est un syndrome devenu historique actuellement, heureusement. C'est une paralysie récurrentielle par compression du nerf récurrent entre l'aorte et l'artère pulmonaire dilatée par l'oreille gauche dilatée. Et enfin, une douleur angineuse qui peut être secondaire à une embolie. Puis, on a vu dans l'anapathe les calcifications qui peuvent se détacher et migrer vers les artères coronaires, donnant un tableau d'embolie coronaire ou secondaire, une athérosclérose coronaire ou association des deux tableaux. Donc, pour le diagnostic différentiel, il faut éliminer les pathologies qui peuvent avoir la même présentation sonore qu'un rétrécissement mitral. D'abord, myxome de l'oreille gauche. Myxome de l'oreille gauche, c'est la tumeur cardiaque mini la plus fréquente dans le siège de prédilection. Dans 70% des cas, c'est l'oreille gauche. Dans ce cas-là, c'est l'écoqueur qui permet de trancher. Donc, cette masse va gêner le remplissage du VG à partir de l'OG en diastole. Donc, elle va donner un tableau presque similaire à celui du rétrécissement mitral. Cœur triatrial, c'est une cardiopathie congénitale caractérisée par la présence de trois oreillettes. En fait, l'enfant a deux oreillettes, mais au niveau de l'oreillette gauche, on a un septum qui va diviser l'oreillette gauche en deux segments, segment proximal et distal. Donc, ce segment ou cette barrière va empêcher ou va gêner le remplissage du VG à partir de l'OG. Le traitement de cette cardiopathie congénitale est d'enlever ce segment ou cette barrière, d'accord? Donc, elle donne également le même tableau qu'un rétrécissement mitral rhumatismal, d'accord? C'est l'ICO-cœur qui permet de redresser le diagnostic. Chez les malades atteints d'hyperthyroïdie avec cardiothyréose, avec état de B1 associé à des troubles de rythme atrial. Et enfin, chez les malades atteints d'une cardiopathie congénitale type CIA, avec possibilité de rétrécissement mitral associé. CIA, c'est une cardiopathie congénitale où on a un défect au niveau de septum interatrial. Normalement, il n'y a aucune goutte de sang vers plutôt de l'oreille gauche vers l'oreille droite, vu la présence de cette septum. Mais chez les malades ayant une SIA, on a un défect qui permet ce passage de sang. On arrive au chapitre thérapeutique, donc qui comporte trois volets, un traitement médical, traitement instrumental et chirurgical. Les buts sont multiples, il faut lever l'obstacle mitral et éviter les complications suscitées. Pour le traitement médical, il faut faire la prévention des rechutes rhumatismales et des greffes bactériennes par une antibioprophylaxie. Il faut faire la protection, la prévention des complications thromboemboliques par les anticoagulants et la correction des troubles de rythme. Il faut traiter les complications, à savoir l'OAP et l'insuffisance cardiaque, par les digitaliques, les diurétiques, les antiarythmiques et les anticoagulants. Pour le traitement qui a révolutionné la prise en charge de cette valvulopathie, on a le traitement instrumental qui est une commissurotomie mitrale percutanée. Les commissures, c'est l'ouverture de la commissure mitrale par voie percutanée. On a parlé de ça dans le chapitre anapath. Donc, la lésion élémentaire, c'était une soudure de ces deux feuillets au niveau des commissures. Donc, pourquoi pas, il faut ouvrir ces commissures, mais par voie percutanée à l'aide d'un ballonnet. Mais cette technique, là, c'est des indications qu'il faut les respecter et des contre-indications également. L'indication principale, c'est le rétrécissement mitral serré pur symptomatique avec une anatomie compatible avec une valve mitrale conservable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une valve mitrale trop remaniée ou trop calcifiée pour faire cette technique. Mais malheureusement, cette technique elle n'est pas toujours pas praticable chez tous les patients, puisqu'elle a des contre-indications. La première, c'est la présence d'un thrombus auriculaire gauche.
On ne peut pas dilater, ouvrir la valve mitrale où il y a un thrombus, donc il va migrer rapidement. Dans ce cas-là, les malades atteints d'un RM avec thrombus auriculaire gauche doivent bénéficier d'une correction chirurgicale. L'incidence mitrale grade 2 au plus, les calcifications valvulaires mitrales ou bécomessurales, puisqu'il y a un risque de détachement de ces calcifications. Dans les accidents emboliques, peuvent toucher les coronaires, le cerveau, le tube digestif ou les membres inférieurs. Autre valvulopathie ou coronaropathie associée nécessitant un geste de revascularisation. Les malades ayant des troubles sévères de l'hémostase. Et enfin, on a une contre-indication relative qui est la déformation cardiothoracique qui rend cette technique un peu difficile. Donc, vous voyez ici la technique utilisée par voie percutanée. On a un ballonnet qui coûte 2 000 euros. Donc, on a le ballonnet sera positionné au niveau de l'orifice mitral rétréci. Puis le cathétiseur va gonfler progressivement ce ballonnet jusqu'à l'ouverture complète de l'orifice mitral. Sans oublier de faire le contrôle après la fin de ce geste pour évaluer le succès ou l'échec de la dilatation mitrale par voie percutanée. On passe le dernier traitement, c'est le volet chirurgical. Donc, on peut faire soit une conservation de la valve mitrale si elle est anatomiquement n'est pas trop déformée, ou en faire carrément remplacement valvulaire si elle est malade. Donc, plusieurs techniques de conservation. Soit on peut faire la commissurotomie en cœur fermé. C'est une technique qui a été abandonnée dans la majorité des centres de chirurgie cardiaque, puisque c'est une technique aveugle. Généralement, elle est utilisée dans les 70 comme geste de sauvetage chez les malades, chez les femmes enceintes qui font des tableaux de P. Donc, le chirurgien va faire par thoracotomie l'ouverture du péricarde. Donc, puis le recul, puis il va introduire un dilatateur, mais de façon aveugle au niveau de l'orifice mitral. Il va ouvrir cette valve mitrale sténosée, d'accord? Ou on va faire la commissurotomie à cœur ouvert. Je vais vous montrer dans la diapositive prochaine. Donc, il faut ouvrir au bistouri mécanique cette symphyse commissurale, d'accord? Cette symphyse commissurale à l'aide d'un bistouri ou du ciseau. Donc, vous voyez ici les deux commissures qui sont soudées. Donc, le chirurgien, il est dans l'obligation d'ouvrir l'oreille gauche. Il va inspecter, d'accord, les lésions. Il va ouvrir les deux commissures à l'aide soit de ciseaux ou de bistouri et de, mécanique. Dans les situations où la valve elle n'est pas conservable, dans ce cas-là, il faut faire un remplacement valvulaire. Donc, selon les indications et les contre-indications, donc, on peut placer une prothèse mécanique. C'est une prothèse dont l'avantage principal, c'est la durabilité à la vie, mais elle a comme inconvénient principal que ces malades nécessitent la prise du traitement par les antivitamines K à base de Centran à vie, d'accord? Puisque s'ils ne prennent pas, il y a un risque de formation des thrombus autour de ces parties métalliques, d'accord? Et les malades nécessitent une intervention chirurgicale urgente. Dans le second type de substitut, c'est les bioprothèses. Donc, c'est des matériaux fabriqués à partir du pélical de veau ou des cusps porcines, d'accord? Donc, mais la durabilité de ces valves ne dépasse pas des ans. Donc, les malades sont toujours dans l'obligation de faire un remplacement ou des réinterventions après 10 ans avec le risque des réinterventions chirurgicales. Mais la catégorie de ces patients chez qui on a implanté des bioprothèses ne nécessite pas la prise de Syntron puisqu'on a implanté chez eux des tissus biologiques. Donc, c'est la principale c'est avantage de ces bioprothèses. Généralement, sont implantés chez les malades qui souffrent, chez les femmes jeunes désireuses de grossesse pour éviter les hémorragies du postpartum. Également chez les femmes qui souffrent, plutôt chez les patients qui souffrent de troubles psychiatriques ou chez les malades ayant d'autres pathologies qui s'indiquent comme un ulcère gastrique évolutif, ectocolitis hémorragique, tumeur vésicale avec hématurée, etc. Et sans oublier le désir du patient. Il y a des patients qui désirent ou qui refusent de faire des contrôles répétés ou la prise de médicaments comme le Syntran. Donc, la principale indication, c'est les patients asymptomatiques. Donc, l'indication admise pour la commissurotomie par voie percutanée, si on a une anatomie valvulaire correcte, avec contexte clinique favorable, d'accord? Pour les patients symptomatiques, l'indication elle est formelle. La discussion ne concerne que
la technique d'intervention, d'accord? Toujours la dilatation par voie percutanée en première intention, elle est proposée pour ces malades, sauf si on a une contre-indication on a déjà parlé de ça, ou chez les patients âgés avec anatomie défavorable et sans contre-indication à la chirurgie. Sinon, c'est la chirurgie d'emblée avec soit traitement conservateur ou traitement radical par remplacement. Chez la femme enceinte, il faut toujours proposer la dilatation mitrale par voie percutanée à partir de la 20e semaine de grossesse si la patiente reste symptomatique malgré un traitement médical bien conduit. Pour les malades qui font des tableaux de résistance après commissurotomie, il faut faire généralement un tableau, plutôt un remplacement valvulaire mitral par prothèse mécanique ou biologique. Donc, quels sont les résultats? Les résultats sont bons. Mortalité opératoire, elle est minime, elle a 2 à 3% d'écart. Donc, à licence, la survie à 5 ans, elle est de l'ordre de 90% d'écart, à 10 ans, 85% d'écart, à 60%, à 20% d'écart. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Le rétrécissement mitral pose un vrai problème de santé publique. Parce que généralement, c'est les femmes, surtout jeunes, qui sont atteintes de cette valvulopathie. Le meilleur traitement de cette infection reste la prévention du rhumatisme articulaire aigu. C'est l'étiologie principale dans 90% des cas. Sa prise en charge a été révolutionnée par la possibilité d'un traitement non chirurgical. Surtout pour les femmes, il faut éviter les cicatrices de sternotomie ou de thoracotomie. Il suffit d'introduire un ballonnet par voie percutanée sous anesthésie locale et faire la dilatation de cette valve mitrale sténosée et la patiente regagne le soir sa maison sans aucune complication. À distance, la morbimortalité est due essentiellement aux complications de ces prothèses. Parmi ces complications, on a les complications, les thromboses de prothèse, les endocardies sur prothèse, l'hémorragie secondaire, généralement un surdosage ou accident aux antivitamines K, et le traitement par les antivitamines K. Donc, et je vous remercie pour votre attention. Donc, à vous la parole, docteur Olivia, pour répondre aux questions des médecins ayant assisté Merci à cette beaucoup, présentation. professeur. Merci beaucoup, professeur, pour cette belle présentation. Merci également à tous nos participants pour leur écoute attentive. À présent, nous allons déboucher sur la phase des questions-réponses. Donc, comme vous le savez déjà, vous avez juste à soit lever la main et ouvrir votre micro après sollicitation ou poser directement les questions dans le chat. Je me chargerai de les lire au professeur. Alors, dans le chat, demandant à savoir si on peut avoir, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez. Sous occupation, d'autres questions, n'hésitez pas. Sentez-vous libre. Donc, pour le coup, ça varie d'un patient à un autre. Un patient chez qui on va faire une bioprothèse n'est pas comme un patient chez qui on va implanter une prothèse mécanique, puisque les bioprothèses sont plus coûteuses que les prothèses mécaniques, hein, d'une part, et d'autre part, la durée de 6 jours hospitaliers. Généralement, le coût d'un patient qui va séjourner quelques jours n'est pas un patient chez qui on a opéré un stade avancé ou avec une autre valvulopathie. Donc, dans la durée de l'hospitalisation sera plus, d'accord? Donc, ça varie, le coût d'hospitalisation varie en fonction de la durée d'hospitalisation et le tube de substitut chez qui on a implanté assez malade. Alors, je vois une deuxième question dans le chat demandant à savoir la physiopathologie de la maladie mitrale. Professeur, vous me recevez?
Oui. Alors, il y a Donc, une question. pour cette valvulopathie, on a déjà parlé de ça dans le chapitre pathologie. D'abord, on a l'apparition d'un gradient de pression entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, puisqu'on a un barrage. Donc, il y aura l'apparition d'un gradient diastolique entre l'OG et le VG, comme dans le rythmisme aortique. D'abord, on a des conséquences en amont. Les conséquences en amont, on a une augmentation d'abord de la taille de l'oreillette gauche, puisqu'elle devient une zone de stase. Elle reçoit le sang oxygéné des quatre veines pulmonaires, mais il n'y aura pas la vidange vu cet obstacle mitral. Donc l'oreille gauche va se dilater, mais cette dilatation n'est pas sans complication. La première complication, c'est l'apparition de la CFA, l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Donc l'arythmie va diminuer la contractilité au niveau de l'oreille gauche, déjà amincie par la dilatation atriale gauche. Donc il y aura la formation des thrombus. Ces thrombus vont donner des accidents emboliques, surtout au niveau du cerveau, dans 70% des cas. Si vous avez vu que ces malades qui est vu au stade d'ACFA, il faut toujours les mettre sous traitement anticoagulant et sous traitement arythmique pour faire diminuer ou faire baisser l'incidence des complications thromboemboliques. D'accord? D'abord, on a également une augmentation des pressions qui règne au niveau de la circulation pulmonaire. Cette augmentation, donc, elle aura une répercussion directe au niveau des capillaires pulmonaires qui vont s'éclater. C'est l'éclatement va donner des hémoptysies. Des tableaux d'OAP, d'accord? Surtout lorsque la pression hydrostatique dépasse la pression aquatique qui est de l'ordre de 30 millimètres de mercure. Il y aura le passage du liquide vers l'interstitium puis vers les alvéoles. Donc, les malades vont faire des tableaux d'OAP, d'accord? Et les conséquences en aval, on a un VG qui ne reçoit pas de volume. Vous savez tous que l'organe qui ne fonctionne pas va s'atrophier. Le VG ne reçoit pas assez de volume, donc il devient de petite taille, d'accord? Donc, j'espère que j'ai bien répondu à la question en physiopathologie de cette valvulopathie. Merci, merci, professeur. J'espère que Dr. Guadamassi a obtenu satisfaction à sa préoccupation. Alors, en attendant de prochaines questions ou préoccupations, je rappelle très rapidement la procédure d'obtention de l'attestation pour l'atelier du jour. Alors, comme vous le savez, pour obtenir votre attestation de participation, il vous suffira de vous connecter sur la plateforme Rema Learning à partir de votre compte Rema si vous en avez déjà. Mais sinon, vous pouvez vous inscrire toujours sur cette plateforme. Ensuite, vous cliquez sur la rubrique webinaire passé. Vous cliquez sur le bouton obtenir une attestation, bouton généralement disponible 2 à 3 heures maximum après le webinaire. Vous serez soumis à un questionnaire portant sur la thématique et vous réussirez lorsque vous obtenez 60% de bonnes réponses aux différentes questions posées. Ensuite, vous serez autorisé à télécharger votre attestation. Donc, nous allons mettre la procédure dans le chat ainsi que le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre qui est le plus 229 01 96 50 81 30. Plus 229 01 96 50 81 30. Nous sommes joignables sur WhatsApp et merci à tous pour votre participation. Merci, professeur, pour cette belle présentation et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour un autre webinaire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. À bientôt. Au revoir, Olivia. Au revoir, les Charmes. Au revoir, professeur. Au revoir à tous. Bon week-end. Au revoir à tous. D'accord. Bon week-end.